L'offre numérique, on sait à quel point aujourd'hui cette offre numérique est importante, primordiale, si l'on veut développer des territoires, ou pire, devrais-je dire, à l'opposé, si on ne veut laisser personne de côté dans les territoires. Cette préoccupation, le conseil départemental de la Haute-Garonne s'en est saisi depuis très longtemps d'ailleurs, et nous allons aujourd'hui, au travers de cette table ronde, présenter de manière concrète quelques appuis techniques dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales dans le cadre du nouveau plan d'action numérique du département, et ce avec en ligne de mire également la plateforme d'entrée unique conjointe dont nous allons parler cet après-midi avec nos intervenants. Cette table ronde est donc consacrée à ce plan d'action numérique du conseil départemental. On va essayer de bien le comprendre, de bien l'appréhender, et on va voir de quelle façon surtout les communes peuvent s'approprier ce plan et s'intégrer tout à fait dans cette dynamique. C'est pourquoi j'ai demandé au vice-président du département de la Haute-Garonne, président de Haute-Garonne Numérique, Victor Denouvion, d'abord d'ouvrir les propos et de nous expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que le département, qui a depuis longtemps d'ailleurs cette question du numérique chevillée au cœur de ses problématiques, au cœur de ses actions, a choisi j'ai envie de dire, de passer à une vitesse encore supérieure en lançant ce plan d'action numérique. C'est quoi? C'est une modernisation juste technique? C'est comme une célèbre marque à la pomme, un nouveau numéro de plus de quelque chose qui existe? Ou c'est beaucoup plus profond et c'est un choix politique fort? Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un choix politique fort. Après, le numérique, ce n'est pas une compétence propre du département, que ce soit les communes, les intercommunalités, les départements, les syndicats, la région. On est tous confrontés à ces questions pour aller plus loin et pour porter des politiques volontaristes. Mais pour autant, le conseil départemental, c'est la collectivité des solidarités. Et c'est pour ces raisons, pour aussi lutter contre la fracture numérique, qu'a fait le choix, donc, en 2018, de déployer sur l'ensemble de la Haute-Garonne, et non pas seulement que dans les zones denses, urbaines, où là, Orange et SFR ont déployé la fibre optique sur le territoire de la métropole. On a décidé donc de déployer donc, la fibre optique sur l'ensemble du territoire de la Haute-Garonne pour permettre à tous les Haut-Garonnais, qu'on soit en zone rurale, périurbaine ou de montagne, de bénéficier de l'accès au très haut débit. Parce qu'on s'aperçoit aussi que la fracture numérique, on dit souvent c'est une question de génération. Mais pas tout à fait. Pas que, en tout cas. Parce qu'on s'aperçoit que la fracture numérique, elle est beaucoup plus importante sur les zones éloignées des centres, absolument, en zone rurale notamment. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité ne pas faire deux territoires. D'un côté, le territoire connecté, où il y a la fibre très rapidement, qui est les territoires métropolitains, et de l'autre, on va dire, les territoires plus ruraux, où c'est les territoires qui peuvent attendre. Au contraire, on a souhaité prendre cette avance et permettre à l'ensemble des Haut-Garonnais d'avoir un accès au très haut débit. Donc ça, c'était la première mission du département qui a été portée par Haute-Garonne Numérique, que je préside. Et dont nous parlerons évidemment tout à l'heure, puisqu'on a des représentants ici sur ce plateau. Deuxième étape. Donc ça, c'était la première étape. On y est arrivé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2025, et depuis l'an dernier, 100% du territoire, de notre territoire, a la fibre optique. Il reste bien sûr quelques dernières prises, mais l'ensemble du territoire est couvert. Maintenant qu'on a les câbles, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir le très haut débit qui permet à l'ensemble des foyers d'utiliser Netflix, de jouer aux jeux vidéo, de développer la télémédecine, d'avoir des usages en tout cas privés, mais qui sont permis grâce au télétravail également, qui sont permis grâce à la fibre optique. Mais l'idée, c'est aussi d'utiliser ces tuyaux, ces câbles, pour développer nos offres sur le territoire et mettre donc, finalement notre fibre optique publique au service des territoires, des communes, des collectivités, des syndicats, pour tout simplement être plus efficace, ou en tout cas aller plus loin. Et avoir cette logique également d'être, pardon de le dire comme ça, raccordés les uns aux autres avec une qualité finalement dans le contenu. Parce que vous le disiez tout à l'heure, évidemment c'était indispensable de mettre les tuyaux, sans ça impossible d'eux. Et d'ailleurs il faut bien noter que le département aura été au rendez-vous, alors même que le fil de cuivre avait sa mort annoncée, ou en tout cas ses dates de fin d'accession annoncées. Mais au-delà en effet, s'intéresser
ne pas laisser finalement simplement les tuyaux libres, mais s'intéresser à la qualité de l'usage, du service, au faire ensemble, au vivre ensemble, ça passe également par les contenus. Exactement. Et puis derrière, va se poser plusieurs questions. La question de la souveraineté des données. Et oui. Parce eh qu'il y en oui. a beaucoup plus qui Bien circulent, sûr. beaucoup plus qui sont stockés. Savoir où est-ce qu'elles vont, comment on crée une offre de souveraineté des données en Haute-Garonne. Donc ça fait partie des chantiers. Se pose la question des cybersécurités. On tend vers une société où tout est dématérialisé. Toutes les démarches aujourd'hui quasiment se font en ligne. Si demain une mairie se fait cyberattaquer, alors peut-être pas le conseil départemental ou la ville de Toulouse parce qu'ils ont des DSI et des services qui permettent finalement de sécuriser les... Pour autant, les plus petites communes, ça peut être très difficile et elles peuvent perdre tout simplement toutes leurs données. Donc l'idée, voilà, c'est se servir maintenant de cette fibre optique, ce réseau public, pour déployer des services, donc cybersécurité, la question des données, la question de l'interconnexion, finalement, comment interconnecter tous les sites publics dans une collectivité. C'est possible. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Allez, on va en parler justement avec nos deux invités qui sont juste à côté de vous. Alors tout à l'heure, on parlera plus spécifiquement, mais pas que, de cybersécurité, puisque vous l'avez évoqué. Avec vous, Cyril Mijoul, vous représentez HGI. Mais avant cela, je voudrais interroger celui qui représente le syndicat Haute-Garonne numérique et qui est chef du service accompagnement numérique dans ce territoire, Morgane Hervé, sur ce qui a été dit là juste à l'instant. Comment est-ce que finalement on vient avec les collectivités, à côté des collectivités, leur proposer, comment va-je dire ça, une plateforme de service, ou en tout cas leur proposer une qualité, on va dire, d'offres centralisées, mutualisées. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je crois que votre syndicat s'est saisi à plein poumon de cette question. Bonjour, merci. En effet, c'est une œuvre collective. Il y a eu une stratégie qui a été formalisée par le département, le plan d'action numérique, et nous sommes le bras armé pour mettre en œuvre cette stratégie qui vise à agir et pas à subir. Pour agir, le nerf de la guerre, on va dire, ça a d'abord été de travailler sur la partie achat. Oui. Le département, c'est plus de 300 collectivités qui ont moins de 500 habitants, qui n'ont pas les ressources d'ingénierie, qui n'ont pas les ressources pour monter les marchés, qui sont des marchés de plus en plus numériques, de plus en plus experts. Donc l'idée, ça a été de créer une interface. Alors, beaucoup de collectivités se sont regroupées pour monter leur propre centrale d'achat. On s'était interrogé, il en existe aujourd'hui plusieurs. Il y a l'UGAP, bien connu, la Canut. Nous avions adhéré à la Canut et du coup l'idée ça a été de mettre à disposition des collectivités la capacité de se sourcer. Mais ce qui est important, c'est pas tant l'accès à la centrale. Ce qui est important, c'est d'être en interface avec les communes pour être capable de restituer le besoin d'un maire. C'est ça. Les questions les plus fréquentes, ça va être je veux développer du numérique à l'école. Quels sont les choix à faire? Est-ce qu'il faut un vidéoprojecteur? Est-ce qu'il faut un tableau blanc interactif? L'idée, c'est aussi que ça s'inscrive dans un parcours pédagogique, parce que déployer des équipements pour des équipements, ça n'a pas de sens. Donc nous, on fait cette interface, par exemple, en travaillant avec d'autres partenaires, comme Canopé, par exemple, et on va définir quelque chose qui correspond à la volonté politique de la commune d'équiper son école, et quelque chose qui va rester collé aux besoins pédagogiques. On va trouver ces mêmes problématiques pour sécuriser un territoire. On parle beaucoup de résilience, mais au moment où on amène les réseaux, on voit bien que ce n'est pas la fin du projet, c'est là où tout démarre. C'est même le début. C'est même le début. En tout cas, c'est simplement la fin d'une étape du projet. C'est ça. Et du coup, les collectivités viennent nous voir en nous disant je veux mettre en place de la vidéoprotection, je voudrais interconnecter mes sites, je voudrais aussi réduire mes coûts. Et donc, tout simplement, sur cette partie-là, nous, on essaye de regrouper différentes offres qui existent à travers les centrales ou à travers différents marchés, et on amène des solutions pour les maires, plutôt que de les laisser dans l'escape game de comprendre quelle prestation, quelle offre technique. On essaie de rendre ça plus accessible et sous forme de solutions pour les communes. Quand vous dites nous, c'est combien de personnes? C'est quelle force de frappe du côté du syndicat? Alors le syndicat, c'est moins d'une vingtaine de personnes, sachant que le réseau, quand il a été construit, il faut le mettre en exploitation. Donc on a encore des équipes qui sont aux côtés de chaque commune. On a aussi, vous avez évoqué la fin du cuivre, adieu le cuivre, mais bonjour l'accompagnement.
Oui, oui, Faut oui, redire adieu au absolument, cuivre. c'est clair. Et donc là, on est obligé de mobiliser des forces sur le terrain pour accompagner les communes et faire en sorte que tout se passe bien, évidemment, et ça se passe très bien. On a aussi, on a beaucoup parlé de sujets de résilience. On est obligé d'anticiper des problématiques d'exploitation, les lagages, etc. Enfin, bon, il y a tout un tas de sujets qui nous obligent à maintenir une activité autour de notre activité régalienne, qui est le déploiement des réseaux. Mais à côté de ça, on a une équipe de 4 personnes qui accompagnent 5 même, qui accompagnent quotidiennement les maires et les intercommunalités pour les aider à déployer les solutions que j'évoquais. Avec, j'imagine, un temps consacré à la veille, un temps consacré à regarder ce qui se fait ailleurs et encore une fois analyser. Hein. C'est pas juste je répertorie, je fais un catalogue de plus. Oui. On est bien d'accord. Pour le coup, c'est aussi un réseau parce que nous, on est une brique. Là, on va évoquer aussi l'offre de service avec Haute-Garonne Ingénierie. C'est en fait, on est sur une arme de construction massive. On additionne nos forces pour offrir des services aux collectivités, mais on a aussi des partenaires. Quand les collectivités nous interrogent sur la mise en place de politiques numériques responsables, on a des partenaires, on les accompagne, mais on a aussi des acteurs comme Equitia. Quand on est amené à bâtir des solutions sur la cybersécurité, on travaille aussi avec des acteurs comme Cyberrock. Donc on n'est pas une île, c'est vraiment un travail véritablement en réseau avec le lien, comme vous l'évoquez, à l'image d'ailleurs du projet qu'on a monté, l'IGAM. Alors justement, les gammes, vous évoquez ce projet. C'est vrai qu'il illustre cette logique de réseau. Mais expliquez-nous peut-être ce qu'il y a derrière les gammes et puis ce que vous allez proposer de façon très concrète avec cet outil, quelque part tout nouveau. Ce réseau, parce qu'on peut parler de réseau. Exactement. Alors l'IGAM, c'est la pierre angulaire de tous les services qu'on développe après. Il faut s'imaginer une maison, on commence par les fondations. Et là, ça a été le réseau. Donc on a construit ce réseau. Mais beaucoup de collectivités achètent un lien pour le centre aéré, un lien pour la médiathèque, un lien pour la mairie, un lien pour les différents équipements. Là, l'idée, c'est de les aider à rassembler l'ensemble de leurs connexions sur un seul réseau. D'ailleurs, elles le font pour des raisons économiques. Mais maintenant, il y a aussi un autre sujet qui est venu se greffer, c'est maîtriser nos routes, en l'occurrence les routes de l'information. Ouais. Et pour maîtriser ce réseau, puisqu'on est à l'heure de la souveraineté, là, ce n'est pas des mots en l'air. L'idée, c'est d'avoir notre réseau, pouvoir avoir la main sur notre réseau, et on l'a vu quand ça a brûlé dans le parc naturel des Corbières, le temps qu'il a fallu pour pouvoir réactiver les communications à une échelle communale. L'idée, c'est de pouvoir apporter cette résilience qu'on invoquait. Et l'IGAM, pour faire le lien, c'est le cas de le dire, c'est en occitan, l'IGAM, c'est faire le lien. Et justement, on est en train de mutualiser des bouts de réseau entre les communes qui viennent souscrire à cette offre. Et une fois qu'on a bâti le réseau, quand les collectivités veulent mettre en place de la sécurité, on a centralisé cette offre. Il suffit simplement qu'on monte une offre de sécurité et du jour au lendemain, toutes les collectivités peuvent en profiter. Si demain, les collectivités mettent en place de la vidéoprotection, plutôt que chaque collectivité ait un serveur, stocke ses images, etc., on est capable de tout centraliser. Et ça, ce qui est important avec ça, c'est qu'on va permettre aux collectivités de savoir où sont leurs données, de garder la main sur les données pour faire le lien avec la remarque du président. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, diffuser un maximum de projets numériques qui ont pris une place incroyable dans la vie et dans les politiques publiques, il faut aussi avoir cette approche raisonnable, éthique et surtout maîtriser nos données. On va revenir vers vous tout à l'heure et sur cet atout, puisque vous parlez de sécurité. Je vous passe tout de suite à la parole, Cyril Mijoul, parce que cette question de la cybersécurité, on voit à quel point, à toutes les strates, du quotidien jusqu'au plus haut niveau, mondial ou international, on voit à quel point aujourd'hui, cette cybersécurité, elle est à la fois la menace ultime, j'ai envie de dire, et quelque part le départ de nouvelles façons de concevoir, de mettre en œuvre, en effet, des réflexions liées au numérique. Un mot sur celle-ci. Tout le monde, aujourd'hui, on est bien d'accord, on est tous exposés à des risques en matière de cybersécurité. C'est pas pour faire peur qu'on dit ça, c'est pas pour dramatiser à outrance, mais qu'on le veuille ou non, avec ce que nous avons les uns ou les autres dans nos poches, avec les réseaux, avec tout ce que l'on veut, on a des chevaux de Troie, pardon l'expression, on a des portes d'entrée permanentes qui font qu'on démultiplie le risque. Est-ce que ça veut dire que derrière ce mot cybersécurité, où il y a encore 10 ans, on ne parlait que de protection de données financières, bancaires ou d'autres choses de ce type-là, aujourd'hui, quelque part, on coiffe tous les risques possibles et imaginables, finalement, au quotidien?
Effectivement, la cybersécurité étant au cœur des enjeux de nos entités publiques, nous travaillons ardemment justement à pouvoir accompagner nos différents adhérents sur la cybersécurité. On est victime tous les jours de cyberattaques, quelle que soit la strate, quel que soit le lieu. C'est ça. Et c'est là où on a besoin d'une offre importante, résiliente. On a même subi, il y a quelques mois, une tentative d'attaque autour d'un hameçonnage. Donc ça arrive tous les jours. Oui, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a un, on garantit un maximum la sécurité. Vous savez, c'est la notion, on ferme le plus possible de portes et on verrouille le plus possible. Mais il y a aussi, surtout, s'il se passe quelque chose, comment on réagit, comment on maintient le service, bref, comment on continue à vivre avec un accident. Parce que malheureusement, on ne peut pas limiter tous les accidents. Non, effectivement. Il y a des violations de données tous les jours. On a été sollicité par nos adhérents sur ces problématiques-là. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Et on essaie aussi de travailler sur le côté en amont, sur la prévention, sur la sensibilisation et sur l'accompagnement, sur le diagnostic en fait, de la maturité de cybersécurité des collectivités. Donc c'est pour ça qu'on est en train on a déployé des offres sur ce sujet-là. On a 2 offres qui ont vu le jour et on a environ 8 à 10 collectivités chaque année qui nous sollicitent sur ces thématiques-là pour avoir un diagnostic clair autour de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on intervient auprès de nos adhérents, on va les rencontrer autour d'un questionnaire sur la cybersécurité. On voit avec eux un petit peu leurs pratiques, leurs habitudes, leur façon de travailler, s'ils ont la maîtrise de leur système d'information ou non, s'ils sont conscients des risques. Et on intervient à ce niveau-là. Voilà, c'est une offre qu'on essaie de déployer. On a 2 outils. On travaille en partenariat avec l'Agence nationale de sécurité du système d'information autour de Mon Aide Cyber, qui est un autodiagnostic assez rapide qui prend une demi-journée pour accompagner les collectivités. Donc là, c'est si vraiment la collectivité n'a pas trop de temps, a besoin que, voilà, sur un temps limité qu'on les accompagne, on le fait dans ce sens-là. Mais on va aussi beaucoup plus loin pour les prévenir sur tous ces risques. Donc on a des diagnostics qui sont beaucoup plus avancés, qui vont beaucoup plus loin, puisqu'on y va physiquement, on se déplace en collectivité, on les rencontre, on vérifie les ordinateurs, les serveurs, on discute avec les agents pour savoir un petit peu leurs pratiques, leurs habitudes, et donc on construit une offre autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience, peut-être rapide? On a vu tout ce qui s'est passé ces derniers mois entre les hôpitaux d'un côté pour les uns, des collectivités très importantes pour d'autres qui se sont qui se sont retrouvées en difficulté. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience, qu'on vous appelle beaucoup plus régulièrement, rapidement, qu'on essaie d'anticiper ce risque? Il y a une prise de conscience. La difficulté, ça l'a été dit un petit peu avant, c'est qu'on a des collectivités qui n'ont pas d'informatique, qui n'ont pas la connaissance en fait. Et c'est là où ils ont des difficultés, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment réagir face à ces attaques, face à cette prévention. Et c'est là où nous, c'est notre travail d'intervenir pour les accompagner. La continuité du service public, ça fait partie, on parlait de la prévention, mais encore une fois, la continuité, ça fait partie des choses que vous étudiez. Vous essayez d'accompagner une collectivité sur, et s'il se passe quelque chose, comment faire? Absolument, on est en train de construire des offres dans ce sens-là. Donc déjà, répondre aux adhérents qui ont une difficulté, on va les accompagner. Qu'est-ce que vous avez subi? Comment il faut réagir? Comment on peut vous aider, etc. quand la menace est déjà là. Et surtout, comment on met en œuvre des solutions derrière pour aussi garantir que tout fonctionne bien avec des plans de continuité d'activité ou de reprise d'activité. Et on est en train de réfléchir. Normalement, il y a une offre qui va sortir cet automne où on va travailler sur de la sauvegarde mutualisée des données des adhérents. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que si jamais leur système d'information est complètement HS, qu'on puisse récupérer leurs données et en quelques jours, 1 ou 2 jours, on puisse remettre à disposition leur système d'information, leurs données, qu'ils puissent continuer leur activité presque comme si de rien n'était. Vous avez employé le mot outil mutualisé. Je crois que c'est vraiment au cœur du plan dont nous parlons aujourd'hui, cette logique de mutualiser les outils, de mettre en place aussi des outils collaboratifs. Vous me parlez de l'observatoire territorial, parce que c'est un exemple parmi d'autres, quelque part. Il y en a plusieurs, effectivement, d'outils collaboratifs. On essaie de mutualiser les outils, effectivement, pour les collectivités de la Haute-Garonne. On a l'Observatoire territorial, qui était un outil dédié aux agents du Conseil départemental de la Haute-Garonne, qui est un ensemble de données géographiques
Donc où chaque personne peut trouver de l'information sur sa commune, sur son intercommunalité. Et on a décidé que cet outil, ça serait intéressant de le mettre à la disposition de nos adhérents. Donc en tapant observatoire.atd31.fr, vous pourrez accéder à toutes les informations géographiques qui concernent vos collectivités. D'accord, ça c'est intéressant de le préciser. Un exemple parmi d'autres, encore une fois, de cette logique collaborative. Et l'un et l'autre, j'ai voulu dire également que vous travaillez sur la mise en place de boîtes mail mutualisées. Pourquoi c'est intéressant? Qui nous en parle? Vous gardez la main? Alors je continue. Allez-y. Effectivement, c'est une offre qu'on veut sortir aussi cet automne, puisque en termes de résilience, en termes de souveraineté, les adhérents sont laissés un petit peu seuls sur ces dynamiques-là, et on retrouve souvent des adhérents qui ont des adresses mail de type secrétariat@gmail.com. Et aujourd'hui, en termes de souveraineté, qu'ils utilisent des boîtes mail américaines, pose vraiment un souci. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité de nous saisir pour avoir des noms de domaine, donc avoir mairie- par exemple pinsaguel.fr, et en plus, on va raccrocher ça à des boîtes mail nominatives, donc et mettre ça à la disposition des agents sur un outil dans un espace sécurisé, souverain et Voilà, parce que évidemment, ça rejoint les questions précédentes. Il y a la question de la cité. Si les gens font des secrétariats @gmail.com, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est parce que c'est pratique, c'est parce que c'est rapide, c'est parce qu'on se dit, à tort ou à raison, mais à tort, que quelque part, la donnée, elle est conservée, qu'on ne s'occupe de rien, qu'on n'a pas besoin d'avoir un informaticien, un service, etc. D'autres le font, C'est-à-dire que vous allez, vous, garantir cette qualité de service et cette qualité de souveraineté. Pardon, encore une fois, je le dis bien, de souveraineté des échanges de la donnée. Parce que lorsqu'il y a un secrétariat @gmail.com, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un transfert d'adresse, un transfert de données, un transfert, que sais-je, de tel ou tel document. Et là, l'idée, c'est bien de sécuriser, dans le bon sens du terme, l'ensemble de ces données. C'est bien ça qu'il y a derrière comme enjeu. Je voulais juste compléter d'un mot, parce qu'on a pris la parole chacun pour vous présenter une offre de service. Le tout s'inscrit quand même dans une feuille de route départementale. Bien sûr. Et le message que je voulais vous donner, puisque vous m'avez interrogé sur combien on n'est pas nombreux, mais on ne va pas nous prendre et créer des emplois et des compétences dont les communes elles-mêmes ne peuvent pas se doter. Ce qui a présidé à cette feuille de route, à ce plan d'action numérique, ça a été de prendre les moyens là où ils sont et de les agréger. Et là, sur le sujet de la sécurité, je trouve que c'est une excellente illustration. Cyril a évoqué tout le travail qu'ils font en amont pour sensibiliser. Ils font aussi un travail en lien avec des structures LANSI pour travailler aussi sur la remédiation. Nous, en fait, on utilise le réseau, parce que vous avez évoqué le cheval de Troie, cette porte d'entrée. En fait, en sécurisant le réseau à travers l'IGAM, l'idée, c'est on ne va pas demander à chaque commune de déployer ses firewalls, de mettre des bastions, de créer une infrastructure, alors qu'ils n'ont pas de DSI. Donc l'idée, c'est que nous, on puisse développer ces services-là le plus haut dans le réseau, et on interconnecte toutes les communes sur notre réseau. En clair, moins de moyens humains, pour mettre en œuvre ça, alors que ce sont des politiques qui n'existaient pas encore dans les collectivités. Absolument. On a juste additionné nos ressources pour pouvoir mettre à la portée de toutes petites communes des niveaux de sécurité équivalents au niveau de sécurité qu'aurait une grosse intercommunalité ou un conseil départemental lui-même. C'est ce qui fait toute la force de cette feuille de route, c'est qu'on a été capable comme un Lego, d'agréger chacun nos forces et nos expertises pour avoir une offre un peu sans couture pour les communes. On est à une période particulière là, du calendrier. Les échéances arrivent, des changements dans les communes vont évidemment s'opérer. Alors, le calendrier n'est pas tout à fait le même pour les départements, d'ailleurs, il faut bien le préciser. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, ne perdons pas de temps, quelque chose que demain, le mois de mars, donnera chez les uns ou chez les autres. Il ne s'agit pas de se coller un calendrier, là, simplement, d'élection. Il s'agit plutôt de prendre en compte le fait que tout va très vite, et que justement, il faut agir rapidement. On peut prendre contact aujourd'hui, quelle que soit l'issue de ce qui se passera dans quelques mois. Exactement. Alors les maires ont déjà la possibilité de formuler leurs demandes à travers une plateforme départementale, plateforme d'appui au territoire, qui a été déjà bien promue l'année dernière, mais qui a dû être
encore bien mise en avant aujourd'hui. Donc les maires saisissent déjà des demandes à travers cette plateforme. Et bien sûr, on est amené, à chaque fois qu'on a des contacts, là on accompagne les communes dans le plan de fermeture cuivre. La première chose que nous demande une commune, c'est que souvent elle-même est cliente de son réseau cuivre. Et donc on est amené à discuter des solutions alternatives, enfin en tout cas en l'occurrence sur la fibre. Et voilà comment toutes ces demandes, et par stratification, on a interrogé sur des services. Mais effectivement, si vous voulez développer une école numérique, si vous voulez mettre en place de la vidéoprotection, si vous voulez réduire vos coûts télécoms, venez nous voir, on est corvéable et on a des solutions pour vous, pour chaque commune, même les plus petites. Oui, parce que d'ailleurs, vous venez d'employer un terme qui est important, réduire les coûts, parce que derrière, il y a la notion d'efficacité, de sécurité, de souveraineté, mais n'ayons pas peur des mots, il y a aussi des questions de coûts là-dedans. Oui, mais c'est justement l'intelligence de ce projet. L'IGAM, on l'a fait parce que le conseil départemental a mis la puissance de ses sites, c'est près de 400 sites, pour créer un réseau commun. C'est parce qu'on a pu avoir le poids du raccordement de ces sites qu'on a pu mettre à disposition de toutes petites communes des offres avec ce niveau tarifaire et cette capacité à les interconnecter sur le réseau. En tout cas, je note également que vous employez, dans le bon sens du terme d'ailleurs, des logiques d'offres. C'est-à-dire que là, il s'agit quelque part de packager, comme aujourd'hui on a besoin, hein, des offres claires, simples, dans lesquelles chacun se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des gros mots de parler d'offres lorsqu'on est une collectivité territoriale, puissance ou autre, c'est pas public. C'est parce qu'aujourd'hui, ça permet à chacun de s'identifier et de voir finalement de quoi il a vraiment besoin de façon indispensable et pas surdimensionnée. C'est aussi ça l'intérêt de raisonner en offre. Je vous entends souvent employer ce mot, c'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce terme. Oui, parce que chaque collectivité est différente et chaque collectivité a des besoins différents. Donc c'est pour ça qu'on propose des offres différentes et chacun peut piocher et choisir ce dont il a besoin. Et en passant par la plateforme d'appui au territoire, il touchera, peu importe la personne qui est derrière, que ce soit Haute-Garonne numérique, Haute-Garonne ingénierie, la bonne personne et aura accès au bon service. Ça, c'est très important de le préciser. On va faire un peu de politique fiction, tiens, pour terminer, monsieur le vice-président. Attention, dans les mois qui viennent, beaucoup de personnes vont employer les termes suivants. Imaginons ce que sera ma commune dans 6 ans, imaginons, etc. Alors on va faire un exercice un peu particulier, d'ailleurs. Fermons les yeux, rouvrons-les, nous sommes 5 ans plus tard, vous n'avez pas changé d'ailleurs, je vous en félicite. On est 5 ans plus tard. Selon vous, à quoi ressemble une collectivité numérique et responsable en Haute-Garonne? Il y a deux cas de figure. Soit on prend le virage d'un territoire connecté qui agit pour le numérique et contre la fracture territoriale, soit on ne le prend pas. Si on ne le prend pas, dans 5 ans, l'intelligence artificielle se sera encore plus développée. Chaque agence se débrouillera de son côté pour utiliser ChatGPT, qui aura une version encore plus améliorée que ce qu'on a aujourd'hui. On aura un numérique autant énergivore et aussi nocif pour l'environnement. Et on aura, parce que je fais confiance aux grosses collectivités pour se développer, et pour se développer de manière positive, mais on aura des fractures territoriales encore plus fortes entre des grosses collectivités qui auront su prendre le pas des innovations en matière numérique et d'autres plus petites qui n'ont tout simplement pas les moyens, que ce soit financier ou matériel, de pouvoir suivre ce pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le virage et qu'on l'a pris au conseil départemental. Donc quelle serait finalement une collectivité idéale en 2035 ? Bien sûr, ça serait une collectivité connectée. Alors on a parlé tout à l'heure d'interconnexion, mais si on y arrive d'ici 5 ans, ce sera un très beau pari réussi. C'est une collectivité sécurisée. On en parlait des enjeux de la cybersécurité, mais c'est un enjeu qui est central et qui est vraiment. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience. La seule difficulté, c'est les coûts. Et voilà, c'est les moyens qu'on y met derrière. Et parfois même, imagine le périmètre de mise en œuvre. Quoi. Il y a le coût et puis l'ingénierie, hein, quelque part, de mise en œuvre. Tout à fait. Enfin, moi, je prends l'exemple de ma commune dont je suis maire aujourd'hui, commune de presque 10 000 habitants. J'ai conscience en tant que maire de ces enjeux-là. Sauf que c'est on a beaucoup d'investissements à faire, mais c'est des centaines de milliers d'euros pour vraiment avoir un nouveau serveur sécurisé. Bon, voilà. Donc c'est des choix politiques aussi.
qu'il faudra faire, mais ça a un coût, il faut le redire, et c'est aussi pour ça que Haute-Garonne Numérique met en place ces formes de groupement d'achat. Une collectivité également en 2035, on l'espère, responsable. On n'en a pas trop parlé, mais l'impact environnemental du numérique est important. très important. Ça consomme plus que l'aéronautique, le numérique aujourd'hui. C'est un enjeu à prendre en compte. Et là aussi, Haute-Garonne Numérique a travaillé avec notamment une collectivité pilote, justement pour mettre en place des mesures en lien favorable en tout cas au numérique responsable. Une collectivité également inclusive qui laisse personne au bord de la route, parce que malheureusement, il y aura toujours cette fracture numérique. Donc c'est à nous d'aller chercher encore plus, en tant que conseil départemental, qui est l'ADN des solidarités, d'aller vraiment chercher tous les publics. Personne de côté, je parle des publics et je parle bien sûr des collectivités. Bien sûr, bien sûr. Et enfin, je pense qu'il faut avoir des ambitions et être également une collectivité qui continue à innover. Mais donc ça, on parle de l'intelligence artificielle, mais je pense que d'ici 5 ans, il y aura d'autres innovations possibles. Il ne faut pas être effrayé par ces innovations. Je pense qu'au contraire, il faut pouvoir les accompagner. Bien sûr. Et il faut bien sûr pouvoir amener l'ensemble des fonctionnaires et agents territoriaux, parce que c'est aussi un enjeu. On peut avoir plein d'idées, plein d'ambitions. Si derrière, on n'a pas des élus et des agents qui sont entraînés par cette dynamique ou simplement où on n'a pas loupé l'étape de l'acculturation sur ces questions-là, eh bien, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi savoir entraîner. Et c'est parfois difficile, mais il faut le faire. C'est une étape importante pour que ça fonctionne. Donc voilà, en gros, quelle pourrait être la collectivité numérique connectée, en tout cas idéale en 2035. C'est ambitieux, mais je pense que c'est pas impossible. Donc nous, en tant que conseil départemental et Haute-Garonne Numérique, c'est ce à quoi on tend et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre au service et surtout au service du service public. Absolument. En tout cas, vous avez très bien résumé ces différents enjeux. Et puis cette logique de planification, parce que derrière ce mot qu'on emploie parfois à tort ou à raison, là on sent bien qu'il y a une vraie logique de plan. Autant il y a des offres, il y a des choses qui sont quelque part individuellement intéressantes à saisir, mais c'est encore une fois dans la logique globale qu'il faut regarder tout ça et dans l'interconnexion de l'ensemble de ces politiques, dans le sens noble du terme, puisque là on parle vraiment d'équipement de territoire, on parle d'enjeux autour de l'utilisation de ces équipements et au-delà, on parle de la vie quotidienne de chacun des administrés parce qu'on est dans un monde ultra connecté, parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, dans un monde dans lequel aujourd'hui, il est impossible de se passer de ces sujets. Donc un grand merci. Vous avez le droit à un mot, si vous voulez rajouter un mot, chacun. Je me permets de faire juste une page de pub. On a parlé de allez-y, à partir de maintenant, c'est payant. Faites attention, le pop-up est payant. Bon, ce sera de l'infomercial. À 16h30, il y a un atelier pour présenter le réseau Ligam. J'ai donné les grands traits, mais si vous voulez le découvrir pour vos communes, à 16h30, atelier Ligam. Et demain, à 10h, un atelier, si vous voulez respecter la loi AGEC, vous mettre en conformité pour la sécurité. Il y a un atelier achat qui est animé par Alain à 10h demain. Merci beaucoup à vous.